mon nom c'est Édith Jolicoeur. Je travaille en stratégie web. En fait, je donne surtout de la formation. J'aide les petites entreprises à mieux utiliser le web, les réseaux sociaux. Et je m'adresse principalement à des gens dont ce n'est pas la spécialité. J'ai un petit côté très vulgarisatrice et c'est plus rare que je m'adresse à des pairs. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une étude de cas et je vais vous présenter un peu les deux côtés. Ça va pour ça? Si mon... Je ne le connais pas, ce signe-là. Ah, il faut le descendre. C'est bon. Je suis québécoise, peut-être vous l'avez entendu. Et chez moi, on parle un peu vite. Et quand on s'emballe, on parle de plus en plus vite. Et j'ai, moi, un petit Louis-José Hood intérieur. Alors, je ne sais pas s'il y a des Québécois dans la salle, c'est un humoriste qui parle particulièrement vite. Il va falloir quelqu'un ici, qui, si jamais je parle trop vite, qui me fait signe de ralentir, parce que je m'emballe. Et je voudrais que vous compreniez, alors je vais faire un effort pour articuler. Donc, je vais vous parler de nano-influence ou de comment performer de façon organique, sans tricher, ce qui s'inscrit dans le courant inbound. Je vais laisser quelques personnes qui arrivent. On va leur donner le temps. On va les remarquer. Alors, je vais vous parler des nano-influenceurs. Êtes-vous des nano-influenceurs? Pensez-vous que vous êtes des nano-influenceurs? Oui, bien, il y en a qui le savent, il y en a qui sont allés voir mon TEDx. On peut tous être des nano-influenceurs. Je suis une nano-influenceur et je vais essayer de vous démontrer toute la pertinence de la nano-influence durant ma présentation. Un nano-influenceur, c'est quoi? Bien, en fait, c'est quelqu'un d'ordinaire, n'importe qui. Ça peut être vraiment un influenceur, mais à peu près n'importe qui a le potentiel d'être un nano-influenceur. Ce qu'il faut, c'est que cette personne-là interagisse avec les publications de pages, de marques. L'étude de cas va parler de Facebook, mais ça pourrait être ailleurs. Et qu'elle le fasse de façon intentionnelle. Donc, il y a le facteur intention qui est très important. Il faut qu'elle soit consciente que chacune de ses actions va aider la marque. Et il faut que ce soit gratuit. Alors, ce n'est pas pour avoir des récompenses, ce n'est pas pour avoir des avantages. C'est vraiment parce que la personne tient à cœur la réussite de cette marque-là ou cette petite entreprise-là. Donc, un nano-influenceur, on a connu les ambassadeurs. Parce que là, il y a des termes aussi. J'ai la famille en France, ils m'ont demandé si j'allais traduire ma présentation. Je dis non, je vais la laisser en québécois, puis si je vois qu'ils ne comprennent pas, je lis ma salle quand même, bien, je l'expliquerai. Donc, ambassadeur, vous dites ambassadeur, hein? Avant que les réseaux sociaux, ambassadeur, ça va? Ambassadeur. Donc, ambassadeur, si on a aimé un produit, si on a aimé quelque chose, on a un souper à la maison entre amis, dîner. À la maison entre amis, on leur en parle, bien, la portée n'est pas très grande. Hein? On va avoir un engagement, mais notre portée, elle va se limiter à notre salon, à quelques personnes qu'on a. L'abonné, c'est la personne qui est abonnée, par exemple, à une page ou un compte Twitter, ou peu importe. Bien, il peut être abonné, mais jamais interagir. Donc, il ne va pas amener une grande portée organique. Alors, le nano-influenceur, c'est vraiment une combinaison des deux. C'est un ou une abonné, mais qui a l'attitude de l'ambassadeur, et ça devient un nano-influenceur. Par rapport aux influenceurs, micro-influenceurs, etc., c'est vraiment la nano-influence devrait se faire sur la base organique, donc sans espérer de récompense. Alors que l'influenceur fait plutôt partie du team pub, où est-ce qu'il espère avoir des cadeaux, des privilèges, de l'argent, ou est-ce que, bon, selon ce qu'on a. Bon, on l'a dit, il faut qu'il soit actif sur les réseaux sociaux, qu'il adopte l'attitude de l'ambassadeur, qu'il agisse gratuitement et de bon cœur. C'est vraiment l'amour et le bon cœur qui est important là-dedans. Qu'il soit conscient ou consciente de ses actions. Selon moi, les nano-influenceurs peuvent jouer un rôle déterminant afin d'aider les marques, pour les aider à performer de façon organique, soit sans payer ou avant de payer la publicité. Même si on a une entreprise ou une organisation qui a du budget publicitaire, si sa stratégie organique n'est pas forte, son budget publicitaire ne rapportera pas autant. Il y a un effet de levier. Une fois le budget publicitaire passé, bien, ça ferme le robinet. Donc, on va avoir moins de longues traînes. La stratégie organique aide à maximiser les résultats ou à se passer de publicité pour les petites organisations qui n'en auraient pas les moyens ou pour lesquelles ça contreviendrait aux valeurs, par exemple.
Je m'intéresse à la nano-influence depuis plusieurs années, mais en particulier sur Facebook, parce que j'aime pas tellement Facebook, en fait, ça heurte mes valeurs. Alors, j'ai décidé d'apprendre et d'étudier Facebook assez pour arriver à le déjouer de façon organique, parce que je veux pas tricher dans la vie. C'est comme ça. Je vous l'ai dit, je fais partie du team organique, et habituellement, je vois les slides qui s'en viennent, pas aujourd'hui. Ça contribue à mon dépaysement. Et dans mes influences, donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ça en 95. J'ai commencé à enseigner en vente conseil en 95. On n'avait pas Internet encore dans ma région à ce moment-là, donc dites-vous ça sur le tas ici? Et je me suis intéressée d'abord à la force des liens faibles. Donc vous pourrez aller vous documenter sur ça, vous pouvez prendre des photos, des slides. C'est grâce à la force des liens que je suis ici aujourd'hui. Et c'est de la nano-influence. Oh, je ne voulais pas de bâton, je l'aurais peut-être dû. Le marketing conversationnel, j'ai commencé à m'y intéresser vers la fin des années 2000. Ce sont des très bons livres à lire. Là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui converge là, maintenant. Après, ça a été parce que j'ai repris des cours en innovation technopédagogique en enseignement supérieur, ça se dit bien quand je ne me trompe pas. Et là, j'ai appris le modèle TAM, d'acceptation des technologies. Je vous le raconte parce que c'est important, parce que dans la nano-influence, on doit éduquer nos abonnés, on doit éduquer nos équipes. Alors, il faut savoir comment leur expliquer pourquoi ils doivent faire ça et ce que ça peut apporter. Donc, cette démarche-là, pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, elle a été très importante. Ensuite, je me suis intéressée au point de bascule. Celui-là, c'est plus récent, c'est même après mes expériences. Si vous avez la chance de lire ce livre-là, il est extraordinaire. Et plus récemment, j'ai découvert un TEDx, parce que moi aussi, j'en ai fait un. Et il y a un livre qui vient avec, je l'ai commandé, sur « Commencer par pourquoi ». Vous devez lire ça. Si vous n'arrivez pas à motiver votre monde à faire les actions que vous souhaitez sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ça s'applique à la maison avec les enfants aussi. Commencez par le pourquoi. C'est les fondements un petit peu de ce que je fais maintenant. Je m'intéresse à ça, je vous disais, depuis le début des années 2000. J'ai fait différentes expériences, mais à l'époque, je ne pouvais pas toujours les documenter. Je n'avais pas accès à toutes les données, à toutes les datas pour différentes raisons, parce que c'était très tôt, ce n'était pas disponible, ou des fois parce que j'étais impliquée dans des organisations où il y avait du secret d'État, pas d'État, mais presque, où on ne nous donnait pas accès à toutes les données. Alors, c'est seulement en 2017, 2 ans jour pour jour, où j'ai été responsable, un petit mandat, là, pour quelques semaines, j'étais responsable des médias sociaux pour un événement qui s'appelle la TDLG, chez moi, en Gaspésie, au Québec. C'est la traversée de la Gaspésie en ski de fond et raquettes. Et pendant que j'étais responsable, il y a plus de son, comme j'étais responsable, j'avais accès à toutes les données, ce qui était assez exceptionnel. Est-ce que tout le monde sait où est la Gaspésie? Cours de géo. Ah. On a le Canada, un pays, Canada. Québec, province. Gaspésie. Si j'y avais pensé, j'ai fait une visite de Rennes hier à pied, puis là, j'ai appris que dans Astérix, la loupe, c'est ici. Hein? Si j'y avais pensé, j'aurais dessiné une loupe, mais c'était trop tard. Prochaine fois, je fais une loupe. Donc, on est comme les Gaulois chez nous. C'est très petit. En 2017, c'était le 15e anniversaire de la traversée de la Gaspésie en ski de fond. Et c'était aussi le 150e anniversaire du Canada et le 375e anniversaire de Montréal. Oui, Montréal est plus vieux que le Canada parce que la Confédération est arrivée après. Tout ça convergeait, c'était une année extraordinaire. Alors, l'organisation de la traversée a décidé, plutôt que de se contenter, comme à chaque année, de parcourir la Gaspésie en ski de fond en raquette, ils ont décidé de noliser, donc affréter, un navire de croisière. Et puis de faire une croisière à partir de Gaspé, au bout où Jacques Cartier est arrivé. C'est un malouin, Jacques Cartier. Il est arrivé, puis là, on a fait un parcours. Ah, ça marche. J'ai fait ça pendant le jet lag une nuit. Parce qu'Antoine a dit que je voulais mettre un avion. Il a dit non, ça prend une baleine. Bon, OK, je fais une baleine. Alors, on est parti de Gaspé jusqu'à Montréal. On naviguait la nuit. Les gens faisaient des parcours de ski de raquette le jour. Ils embarquaient dans le bateau. Puis là, ils soupaient, tout ça. Il y avait le party, le pot. Et certaines fois, on naviguait de place en place parce qu'en tout, ça durait 8 jours pour se rendre à Montréal. On était confinés sur le bateau. Au départ de Gaspé, on a briefé les gens, que ce soit les passagers, que ce soit tout le monde, sur l'importance de la nano-influence. Puis plus tard, il y a eu d'autres événements pour vraiment les amener à faire ce qu'on voulait. Je vous mets un petit extrait vidéo. Ça permet de voir un petit peu ce que c'est.
vous pourrez aller retourner les voir pour pas qu'ils shake. Le but s'en vient, c'est le sommet, mais c'est tellement magique tout au long. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est fantastique. Moi, j'aimerais ça arrêter le temps. J'avais des attentes très élevées parce que j'en ai entendu de longtemps. Mais le voyage, ça dépasse mes attentes énormément. C'est le ski, les gens, la culture, la musique, l'animation. Je capote. C'est le seul regret que j'ai que je ne suis pas venu plus tôt. C'est tout. C'était un petit peu long comme préambule, mais c'est important parce que vous allez voir dans la chronologie, on va comprendre à la fin pourquoi c'était si important. Donc, on partait. Les influenceurs, vous connaissez déjà, ça va. Les gens qui étaient à bord ne connaissaient pas nécessairement. Alors, je vous dis un petit peu. On avait vraiment des vedettes. On avait une astronaute, pour vrai. On avait un Québécois qui est devenu joueur de football américain, pour vrai. On avait une championne olympique. On avait plusieurs vedettes de la télé. C'était nos influenceurs. On avait aussi à bord des micro-influenceurs, donc des blogueurs voyage, aventure, plein air, sport. On avait des artistes en résidence, donc des artistes de la scène, musiciens pour animer tout ça. On avait des artistes visuels qui peignaient en direct. Alors, ces gens-là ont des blogs, ce sont nos micro-influenceurs. Et on avait aussi des médias qui étaient invités, des médias locaux, nationaux et internationaux d'un petit peu partout. Effet extraordinaire que j'ai découvert seulement il y a quelques jours et qui m'a inspiré une nouvelle slide. Nous avions une petite délégation bretonne. Ça, je le savais, là, c'est correct. Mais on avait un René. C'est ça que je ne savais pas. En fait, je le connaissais, mais je pensais qu'il était de Saint-Malo. Mais non, il est de Rennes. Vous? Attends, je vous mets des indices. Ah, on ne reconnaît pas? Ah, qui a dit Géry? Excellent. C'est Géry. Géry était à bord. C'est extraordinaire. Quand je suis qu'il était ici, là, je fais « Ouh! » Il était là. Fait qu'il peut témoigner que c'est vrai. Et on avait toute l'organisation, nos participants, les bénévoles, les membres d'équipage, en tout à peu près 350 personnes, là, à part les autres. 300 personnes, 350 au total, qui étaient à bord. Et puis, eux, vous les avez vus sur l'extrait. C'est pas des natifs du numérique. Hein? C'est pas des gens qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux nécessairement. Au départ de Gaspé, l'organisation avait dit au micro, on a Edith, elle est bonne avec tous vos bidules. Si vous avez de la difficulté, vous irez la voir. J'étais une des personnes les plus populaires à bord du bateau. Parce que déjà, trouver le Wi-Fi, se connecter, envoyer... Hein, c'était pas des natifs, c'est important dans l'expérience. Et on est parti de Gaspé, comme je vous l'expliquais. On avait le parcours. Avant de partir, l'organisation a dit aux gens comme moi et aux vedettes qu'on avait, c'est fort probable, ça arrive presque tout le temps sur 8 jours, il y aura une journée où les conditions de ski ne seront pas bonnes. Parfois, on a du verglas, parfois, les gens ne pourront pas. Alors, il faut avoir des activités alternatives pour occuper 350 personnes hyperactives qui, normalement, peuvent se disperser sur le terrain, mais là, qui seraient peut-être confinées sur un bateau, et c'est arrivé. Nous avons eu une magnifique tempête. J'ai entendu qu'il annonçait quelques flocons ici. Ce matin, ça s'énervait à l'hôtel. Je vous montre. Mais une boule de neige, par exemple!
déserte. Extraordinaire, les gens de la Gaspésie. Oui, c'est bon. Oh, je suis fier, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. C'est en forme des gens de ski, peu importe l'âge. Alors, ils ont fêté comme ça jusqu'à peu près 1h du matin. Habituellement, on se lève vers 5. Alors, vers 5, je ne dors pas beaucoup, une chance. Vers 5, j'ai voulu regarder quelle heure il était parce que je sentais que le bateau bougeait. On aurait dû être accosté. Quand j'ai regardé mon téléphone pour voir l'heure, il y avait des alertes. Et là, j'avais une collègue qui disait, OK, plan B, on ne peut pas accoster à Pointe-au-Pic. Les vagues passent par-dessus le quai. L'autoroute est bloquée. Les camions, parce que quand on arrivait à destination, il y avait des autobus, vous savez, comme des croisières, des camions avec l'équipement qui venaient prendre les passagers, les amenaient au site. Bien, l'autoroute était bloquée par la neige, beaucoup de neige chez nous. Alors, on a dit, là, il faut occuper 350 personnes hyper actives pendant toute une journée. OK, on est plan B. Ma responsabilité, donner un atelier sur les médias sociaux. Pas de souci. Dans cet atelier-là, j'ai expliqué un peu l'algorithme de Facebook. Je me suis attardée à seulement 3 facteurs, parce que je m'adressais à des gens qui sont le public et non à des gens comme vous qui êtes à l'arrière. Alors, cette journée-là, c'était seulement 3 facteurs très vulgarisés. On les voit en couleur, je vous les passe. Le premier facteur, le I, parce que personne ne connaît exactement la recette. Facebook, il ne nous la dit pas, mais on connaît ces 5 facteurs-là. Alors, le I, c'est pour l'intérêt. Au Québec, quand j'étais enfant, il y avait une compagnie alimentaire qui avait un slogan qui disait « Plus elles sont fraîches, plus on en mange, plus on en mange, plus elles sont fraîches. » Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Là, je vais être flabbergastée. C'est les saucisses high grade. Non, je ne veux pas que vous sachiez. C'est un peu dégueulasse, mais c'est un vrai principe. Et c'est le principe le plus important de Facebook. Et l'intérêt ne s'achète pas. On ne peut pas acheter l'intérêt. On peut payer pour de la portée, mais on ne peut pas payer pour de l'engagement ou de l'intérêt. On doit susciter cet intérêt-là. Et c'est le facteur le plus déterminant, parce que plus on interagit avec des publications, plus on les voit dans le fil, de façon organique et payée, et moins on interagit, moins on les voit. Alors, on doit savoir susciter cet intérêt-là. Nous, c'est important de dire aux passagers qu'ils avaient une mission d'intérêt. Pour les autres facteurs, depuis plusieurs années, j'ai développé la métaphore du poêle à bois et c'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui. Parce que quelqu'un a fait un lapsus et ça a suscité de l'intérêt. Ça marche de même dans la vie. Donc, j'ai converti, je suis là. Alors, le poêle à bois, je vous l'explique. Là, on m'a dit, Edith, il faut que tu contextualises. On ne sait pas en France la valeur de la chaleur que ça peut générer. Le type de publication, je le représente par du combustible. Si on a du texte, une publication uniquement de texte, de façon générale, ça produit peu d'engagement. Alors, si on avait un poêle à bois, est-ce que tout le monde a déjà fait au moins un petit feu, là? Une fois, en chalet? Les scouts, non? Papier journal, on ne chauffe pas une grande maison avec ça. Ça, c'est pas très efficace, ça va en prendre beaucoup. Ben, du texte, en général, tout seul, à part exception, ça génère peu d'engagement. Les liens, du petit bois d'allumage. Ah, tiens. Les photos, bûche de bouleau. OK, bûche de bouleau, là, ça brûle assez vite. Hein? Vidéo, bûche d'érable. Bûche d'érable, c'est bon, bûche d'érable. Donc, là, je vais voir si vous avez écouté, j'ai un rébut. Si on aime ça sur Facebook, les rébus. On fait une histoire. Poêle à bois, page Facebook. Ça va? Vous suivez? Publication. Combustible. Texte. Lien. Image, photo, peu importe. Vidéo, ça va? Allumette. L'allumette, c'est le caption, le texte. Le texte est super important. On va le voir un petit peu plus loin. Là. Eux, je ne vais pas insister parce que ce n'est pas eux qui rédigent les textes, mais vous, je vous le dis, le texte est déterminant. Maintenant, après, il manque un élément. Il faut que vous le deviniez. Si, à la somme, à la fin, ce qu'on veut, c'est de la performance organique. Donc, la performance organique, c'est de l'engagement qui est dans le poêle à bois. Là. Il y a du feu. Puis la portée, c'est la fumée. Okay, ma fumée est un peu douteuse, mais c'est la fumée. Qu'est-ce qui manque?
Il manque un peu d'amour, mais tu l'as trop facile. Tu connais déjà les réponses, ça ne marche pas. Quelqu'un d'autre. OK, vous faites un feu. On a le poêle à bois. Je vous le mime. On a le poêle à bois. On met le combustible. On pacte le poêle à bois. OK? On jette l'allumette, on ferme la porte. Qu'est-ce qui se passe? Qui? De l'air? Wouhou! Chez moi, il y a une émission 2 morceaux de robot. C'est l'air. L'air, on ne peut pas l'acheter. L'air, c'est l'intérêt, c'est l'amour de nos abonnés. On ne peut pas mettre de l'argent. Il n'y a pas de budget qui va acheter de l'air, pour l'instant. Alors, c'est nos abonnés qui sont déterminants. Il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à leur plaire, il faut apprendre à les inclure dans nos stratégies. Parce qu'à chaque fois que nos abonnés interagissent, ils nous donnent de l'air. Ils alimentent notre feu. Oh, pardon, je vous ai scoopé le prochain. Quand quelqu'un clique « j'aime », si je clique « j'aime » sur une publication Mediaville sur Facebook, j'ai 150 amis. J'ai beaucoup d'abonnés sur les profils publics, mais mon profil privé est très secret, je suis comme ça dans la vie. Alors, j'ai 150 amis. Il y en a une trentaine avec lesquels j'interagis plus souvent. Alors, si je clique « j'aime » sur une publication de mes à peu près 30 de mes amis verront « Édith Jolicoeur a aimé telle publication ». Je compte pour un engagement, on compte pour 31 portées, moi et eux. Si je commente, plus de mes amis le voient, ces amis-là sont susceptibles de cliquer à leur tour, d'aimer mon commentaire, alors qu'ils ne peuvent pas aimer mon « j'aime ». Il y a une limite. Donc, mais ils peuvent aimer mon commentaire, ils peuvent le partager. Plus le type d'engagement amène une portée croissante. On a expliqué ça à nos abonnés. On est toujours sur le bateau, vous êtes les passagers. Vous séquestrez avec moi. Le dernier facteur de l'algorithme, j'en ai sauté 2, on y reviendra plus tard, mais pertinent pour nos passagers, c'est la récence. La récence est un double facteur. C'est d'abord la responsabilité de la page ou de l'administrateur de bien connaître ses abonnés pour savoir à quel moment publier. Mais ensuite, c'est la réaction, le temps de réaction des abonnés qui fait en sorte que l'algorithme s'excite. Est-ce que c'est déjà arrivé à des gens dans la salle d'avoir sa carte de crédit, de faire des achats inhabituels sur un rythme un petit peu accéléré et l'institution gèle la carte? Est-ce que ça se passe en France aussi ou juste chez moi? Chez vous, ça ne se passe pas? Ben, chez moi, ça se passe. Okay. Antoine, mon parrain, il est gentil, il dit oui, ça se passe. Chez moi, ça m'est déjà arrivé de faire jouer ma carte parce que j'avais trop d'achats dans peu de temps exceptionnel. Personne, en tout cas j'espère, surveille mes achats ou les vôtres. Mais l'algorithme va relever qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui s'est passé. Aujourd'hui, on en a parlé ce matin avec le premier intervenant. Quand une page performe plus, c'est pousser plus de façon organique. Parce que le modèle d'affaires de Facebook, c'est de vendre de la publicité. Mais si nos fils d'actualité n'étaient composés que de publications payées, on perdrait de l'intérêt. Ils ont avantage à garder les gens captifs le plus longtemps possible devant leur écran. Donc, ils doivent les intéresser. Si on comprend l'algorithme, on intéresse, on sert la mission de Facebook, puis il nous le rend. C'est un peu pervers. Il faut le comprendre, c'est comme ça. Dans toutes les activités qu'on a eues pendant notre période de séquestration sur le fleuve, une des responsables a eu une idée. OK, j'avoue, c'est démodé. Mais quand on est 350 personnes coincées, c'est plus important. C'est vraiment plus important. Alors, Maïté Samuel Leduc a dit hey, on fait-tu un mannequin challenge? Parce qu'on avait un bel espace, on avait les caméras, on avait tout à bord. On a dit ah oui, on le fait. Alors, presque tout le monde a participé. L'original durait 8 minutes. Je vous fais grâce. Je l'ai un peu compressé. Puis là, je comprends qu'il y a du lag dans la vidéo, mais je vous en montre un petit extrait, juste pour le fun.
cet événement-là s'est produit le mercredi, donc on est au jour 4 de la traversée. Nos personnes à bord, nos nano-influenceurs, avaient tellement bien compris leur mission qu'on avait déjà un très, très bon rendement sur notre page. Donc, je ne sais pas si ici, des gens... Est-ce qu'il y a des gens qui gèrent des pages? Ah, quand même pas tant. Mais vous êtes gênés peut-être, c'est correct. Donc, quand on gère les pages, on sait, c'est déclaré, le benchmark, donc le taux d'engagement moyen, est à 7 %. Donc, le taux d'engagement est calculé sur le nombre d'abonnés, divisé, en fait, non, le nombre de gens qui en parlent, qui sont impliqués, divisé par le nombre d'abonnés, nous donne l'engagement. Nous, à la TDLG, cette semaine-là, ce mercredi-là, quand on a fait nos audits, notre taux d'engagement avait atteint 85,3 %. Donc, c'est très bon. Si on reprend le poêle à bois, c'est un peu comme si on a le chauffage. Là. On a mis trop de bois. Il fait 25 dans le camp, dans la cabane. Est-ce qu'on va aller mettre notre bûche d'érable? On va attendre que ça redescende. Hein? Je vous le donne. Là. Je suis désolée. Vous viendrez faire un stage au Canada, je vais vous montrer à chauffer un poêle à bois, ça va aller. Donc, quand il fait très chaud, on attend, on ne va pas remettre le combustible, on l'aurait gaspillé parce que les gens à bord, ils ont dit « Ah, on a hâte que vous la mettiez, on va la montrer à nos enfants, on va la montrer à nos amis », parce qu'ils étaient des acteurs de ça, ils sont devenus des participants. Mais on a dit « Non, on a une pépite, là. On attend. On ne la met pas toute seule. On la réserve. » Une semaine plus tard, donc le mercredi suivant, l'événement s'est terminé le samedi, l'organisation a envoyé, comme c'est la coutume, tous les participants, pour dire, est-ce que vous êtes contents? Il y aura un petit sondage de satisfaction, des trucs automatisés, n'est-ce pas? Mais on a inclus dans ça un petit rappel. Ah, by the way, la vidéo que vous auriez aimé voir le mercredi soir, que vous avez vue, mais que vous auriez aimé qu'on diffuse, on l'a gardée en réserve. Et puis, ce samedi là, qui vient, on va la mettre à 7 h le matin. On vous a expliqué les facteurs. Alors, on compte sur vous à 7 h le matin pour aller très vite interagir avec la publication. Vous êtes supposé avoir compris. Alors, on a fait ça. Parce que si on fait ça sur Facebook, ça ne marche pas. Il faut le faire à part. Il ne faut pas que Zouk s'en aperçoive. Alors, on s'est briefé. Et le lundi matin, on a fait un test AB. Alors, en organique, on a fait notre publication comme à l'habitude. On s'est un petit peu forcé là, pour faire un bon caption. Et en B, on a payé une publicité, un petit budget. C'est une petite organisation. Hein? C'est sans but lucratif. Non lucratif, 4 500 abonnés, 300, c'est tout petit. Alors, on a mis 200 $ sur une publication payée. On l'a mis en ce qu'on appelle le dark post, donc qui n'apparaît pas sur la page. On a ciblé le plus possible qui ressemble à nos personas, aux participants, autant que possible, et on a exclu les gens qui étaient déjà abonnés à la page pour ne pas créer un biais dans notre étude, parce que ce n'est pas comme en laboratoire, le Zouk qui ne nous laisse pas tout contrôler. On a fait le mieux de notre possible. On a laissé rouler 4 jours. Et au bout de 4 jours, on a mesuré. Ça donnait ça. Je ne sais pas si c'est petit, je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est assez intéressant. Même si on ne peut pas comprendre tous les facteurs parce qu'ils ne sont pas dévoilés, on voit qu'avec nos abonnés, on a obtenu en portée tout près de 120 000, en vue de la vidéo 36-37 000, en engagement 2 800, donc à peu près 3 000. Puis de l'autre côté, vous voyez les chiffres. Si on faisait une règle de 3, on le sait que ça ne peut pas être aussi simple, mais pour vous donner une idée, on pourrait estimer la valeur de la contribution de nos nano-influenceurs à tout près de 7 000 $. Donc là, il faut que je convertisse. 7 000, ça doit faire à peu près dans les 5 000 €, j'imagine. Mettez des euros à place, ça va faire pareil. Si tout en euros, c'est bon. Donc, la valeur de ça est vraiment très importante. Mais pour que ça fonctionne, il faut éduquer nos gens, il faut leur expliquer comment ça marche. Puis il faut d'abord le comprendre un peu soi-même aussi. Et on avait aussi, dans nos influenceurs à bord, est-ce qu'il y en a qui font du cross-post ici? Mes clients anglophones m'ont dit de ne pas dire cross-post que c'était laid. Ils m'ont dit qu'il faut que je prononce cross-post. Multipostage. Faites-vous ça, le cross-post ici? Non, très bien, il y a quelqu'un. Merci. Donc, ça venait de sortir, ça. Le cross-post, c'est quand on est le parent d'une vidéo, puis on a des partenaires. On peut les nommer comme enfants de la vidéo, si on veut. Puis plutôt qu'ils partagent la vidéo ou qu'ils la répliquent, ils vont la cloner. C'est-à-dire qu'on leur donne une autorisation, ça doit être réciproque, puis à ce moment-là, ils vont recréer une publication qui la clone.
Alors, ça va s'inscrire dans notre fil, ça va s'inscrire dans notre onglet vidéo et dans le leur. Et sur la publication, on va pouvoir placer notre curseur, on va voir cette vidéo a été vue tant de milliers de fois, dont tant de fois sur cette publication et tant de fois ailleurs. Et seul le parent de la vidéo a accès à toutes les données statistiques de ça. Alors là, on peut voir avec nos influenceurs, avec nos partenaires, comment ils ont performé. Et là, on peut déceler, par exemple, dans nos vedettes qu'on avait à bord, entre autres, on avait une vedette que je ne nommerai pas, qui avait 70 000 abonnés. C'était beaucoup pour nous, 70 000 abonnés. Puis il se la pétait un peu. Dites-vous ça? Oui, il faisait ça. Ben, il y avait un taux d'engagement de schnout, donc pas bon. C'est le petit... Juste vulgarisé, je m'adresse rarement à des pairs, hein, je vous rappelle. Alors, il n'y avait pas un très bon taux d'engagement, c'était moins de 1% son taux d'engagement. Notre taux d'engagement, je vous rappelle, était à 85 le mercredi, donc quand on le fait le samedi suivant, il avait peut-être redescendu vers les 50, ce qui est quand même respectable. En B payé, on n'en a pas d'engagement, on ne peut pas acheter l'engagement. Et on avait dans nos multiples partenaires, un tout petit partenaire, 1500 abonnés, mais avec un taux d'engagement d'à peu près 9%, un très bon taux respectable. Puis là, on voit les pourcentages que ça a amené, les chiffres. Puis on voit que ce n'est pas une relation de règle de 3. Voilà. Parce que notre ami à 70 000 abonnés, il a généré seulement 8% de toute notre performance. Alors que le tout petit partenaire à 1500, qui est engagé, qui connaît bien sa marque, qui connaît bien ses abonnés, bien, il a généré 5%. Alors, ce type d'expérience-là permet de faire ça. Puis dans le fond, qu'on soit du team pub ou du team organique, on veut tous de la conversion. C'est notre chemin dans notre tunnel de conversion qui diverge. Alors, on commence par des publications. Si on est organique, comme moi, on va souhaiter générer de l'engagement. Et c'est cet engagement-là qui va amener la portée et éventuellement convertira. Si on fait partie de l'autre tendance, bien, on va acheter de la portée, on va essayer de la cibler le mieux possible. On va prier pour qu'ils soient engagés et qu'ils finissent par être convertis. J'ai un billet, je suis convaincue que c'est moins efficace. Mais comme je fais partie du team organique, puis avec mes clients, quelques clients me permettent de présenter des données, moi, je les montre à mes collègues. Mais mes collègues de Team Pub ne veulent pas me montrer leurs données. Mais moi, je suis sûre que le ratio n'est pas le même, mais je ne peux pas le prouver. Si quelqu'un a envie de le prouver avec moi, là, je serais ravie. Je vous ai montré au début toute l'ambiance qu'il y avait. Je vous montre, je crois que c'est le dernier jour qui arrive. Normalement, je le vois après, je ne sais pas, mais je pense que c'est le dernier jour qui arrive. La fondatrice, la façon dont elle s'adresse à ses participants. Je crois que c'est ça qu'on va voir, ouais. Je me dis toujours que c'est juste avec l'amour qu'on peut réussir de si grandes aventures. C'était la seule arme pour rallier les humains. Je pense que nous autres, on est une crise de belle gang. Ça, c'est la dernière journée. Il y a beaucoup d'émotions, là, mais même quand on n'est pas pris sur le fleuve. Habituellement, je termine à peu près là, mais je me suis engagée avec les gens de Inbound Marketing France à vous présenter les 2 facteurs que je ne présente pas habituellement. Je les présente en formation à des initiés, mais pas au grand public. Les 2 facteurs supplémentaires, c'est votre bonus. Il y a le P pour la publication. Cette publication-là en particulier. Pourquoi elle performe ou pourquoi elle ne performe pas. On ne sait pas toutes, mais on présume. Puis il y a des gens qui travaillent fort pour présumer, encore plus fort que moi, mieux équipés. Et on sait, par exemple, qu'il y a certaines pratiques dans les publications qui sont pénalisées, alors que d'autres sont valorisées. C'est documenté. Parmi certaines pratiques qui sont pénalisées, quand le caption, le texte qui accompagne la publication est négatif ou ambigu, ça pénalise. Ce n'est même pas l'algorithme, c'est l'humain. Parce que si la publication est négative, on sera mal à l'aise comme abonné d'aller cliquer « j'aime » ou même de mettre « fâché » parce que là, on dit « ben non, on n'est pas fâché contre l'organisation, on est fâché contre l'association ». Là, ça devient ambigu, alors on ne réagit pas. Il faut que la publication soit positive. Même si la nouvelle est mauvaise, on n'est pas un média, on n'est pas tenu à avoir ce devoir de réserve. Alors même quand la nouvelle est mauvaise, il faut l'amener de façon à justifier le positif. C'est un exercice, ça s'apprend comme le ski.
On ne devrait pas avoir plus que 20 si on a une image, pas plus que 20 des pixels qui est occupé par du caractère d'imprimerie, par des mots, du texte. Sinon, l'algorithme de Facebook le pénalise. Et puis, ils ont développé Rosetta pour reconnaître, une intelligence artificielle pour reconnaître les textes. Ça vient de la pierre de Rosette. Ils voient ce qu'on écrit dans les images. Puis quand il y en a trop, ils pénalisent. Ils pénalisent maintenant les contenus dupliqués. Alors, si vous prenez un truc sur un blog de quelqu'un, puis vous le copiez intégralement, et ils le voient, puis ils vous pénalisent. Ils pénalisent le baiting. Donc, si vous dites votez, cliquez, partagez, si vous le dites clairement dans votre caption, dans n'importe quelle langue, ils le repèrent, ils vous pénalisent. C'est pour ça que nous, on le fait dans le message qu'ils ont reçu par courriel. Là. Nous autres, on voit beaucoup de choses, mais on espère qu'il n'a pas vu ça. Il ne l'a pas vu parce qu'on a performé. Les titres à couleur, tout le contenu répétitif, le spam, et les liens vidéo qui viennent de YouTube. Même si je vous ai dit que la vidéo, c'est de la bûche d'érable, si elle vient de YouTube, ça ne marche pas. Parce qu'il y a la convergence et la concurrence. YouTube, ça appartient à Google, c'est le concurrent de Facebook. C'est un peu comme l'équivalent de se présenter une bande d'amis, une douzaine de personnes à table dans un restaurant, puis on a une personne qui est râleuse puis qui amène son lunch. Le serveur ou la serveuse sera moins gentil avec cette personne-là. Si vous amenez une vidéo YouTube sur Facebook, il la baisse. Je pourrais vous montrer des données, mais là, je voulais faire court. En revanche, on a identifié, pas on, moi, mais beaucoup de gens, quelques astuces qui sont valorisées. Les captions, le texte qui est engageant ou positif. Et à cet effet-là, il y a des mots que Facebook reconnaît dans toutes les langues, comme félicitations, génial, meilleurs vœux, bien amusé, bisous, XOX, etc. Et on le voit maintenant plus clairement parce qu'ils viennent en couleur, puis il y a des petites animations, peut-être vous les avez vues. Alors Facebook les repère, c'est du contenu positif, ça maintient les gens plus longtemps devant l'écran, on peut leur donner plus de pubs. Les événements Facebook il aime beaucoup qu'on se sert de ces événements puis il les géolocalise, alors on devrait en faire quand ça s'y prête. Ayez votre Facebook App ID, même si vous ne faites pas d'application, c'est gratuit, vous allez le chercher, vous le mettez dans votre code de site Internet pour que ça se parle ensemble. Il va valoriser votre contenu parce qu'il va être à peu près vérifié. Les métadonnées, remplissez toutes vos métadonnées sur vos sites Internet. Les balises de l'Open Graph, googlez ça, vous allez voir, Facebook fournit ce que son robot aime. On lui donne ce qu'il aime. Puis on en mange, puis ils sont fraîches, puis on en mange. Il faut se conformer à ça, ça va vraiment faire une grosse différence. Et les vidéos natives, il veut battre Google et YouTube. Donc, mettez vos vidéos dedans, cross-postez. Ça va bien aller. C'est important de comprendre ça, parce que même si on a du budget publicitaire, si on ne maîtrise pas ça, on n'aura pas le bon levier. Ça ne va pas donner autant d'effets. Si vous avez du budget, je suis ravie pour vous. Mais faites quand même ce travail-là, ça va vous aider. Le dernier facteur qui est en fait, lui, du centre, mais ce n'est pas très important, ce matin, notre conférencier, là, j'arrive jamais à prononcer son nom, Red Fish, ça finit par Fish. Aidez-moi un peu. J'ai le décalage. Ce matin, conférencier, il en a un peu parlé, il n'expliquait pas exactement dans les mêmes mots, il ne fait pas de poil à bois. Mais j'étais ravie de l'entendre parce que ça allait vraiment dans le même sens, ça m'a beaucoup apaisé. Il y a la cote de la page, puis il y a même la cote de chaque individu, et on ne connaît pas exactement les facteurs sur lesquels Facebook se penche pour nous donner à chacune une cote. Mais il y a des grandes entreprises qui travaillent fort pour essayer de trouver. Moi, j'utilise Meltwater, entre autres, pour les audits. Puis ils ont déterminé qu'est-ce qui allait nous donner une note. Et puis, si on fait partie de l'écart type fort, on va le voir après, il va pousser plus n'importe quel contenu qu'on va mettre, tant qu'on maintient notre cote élevée. Si notre cote est basse, il va déprécier nos publications. C'est important. Dans les éléments qui composent la cote, entre autres photos de profil, couverture de la page qui sont adéquates, qui sont selon son format schème. Vous avez ça, vous avez un petit peu de points. C'est comme à l'école. Nom d'utilisateur de la page enregistrée, le username. Plein de pages ne l'ont pas enregistré, vous perdez des points. Ça ne coûte rien. Bouton d'appel à l'action configuré, il vous donne des points. C'est gratuit. Section à propos complétée, donne des points. Création de jalons, les milestones, moments clés, donne des points. Gratuit. Champ de coordonnées rempli, variable selon le type de page, parce que, par exemple, si vous êtes un artiste, il ne vous demandera pas si vous avez un stationnement. Si vous avez, donc, il faut remplir les champs qui sont qui apparaissent pour votre type de page. Tout rempli.
La fréquence de vos publications. Selon votre nombre d'abonnés, Facebook sera plus ou moins exigeant. Vous avez moins d'abonnés, il demande moins de fréquence de publication. Vous avez plus d'abonnés, vous avez besoin d'avoir beaucoup de bois pour votre poêle à bois. La variété des publications dans le type, si on donne juste, chez moi, on mange beaucoup d'homards. Alors, ça arrive, je vous jure, c'est vrai. L'été, parfois, mon mari dit, on mange tout d'homard. En fait, je dis, non, on va faire du steak. C'est trop. Ça arrive. Alors, si on donne à nos enfants toujours la même chose, ils n'en veulent plus. Il faut varier. Pareil pour Facebook. On varie les types. La longueur de vos publications, et ça aussi, c'est variable. C'est selon ce que vos abonnés aiment, parce qu'il apprend un peu comme l'intelligence artificielle puis le deep learning, l'algorithme apprend à connaître vos abonnés aussi. Il faut apprendre, c'est variable. En général, il conseille 140 mots, je crois. Ce n'est pas les caractères, c'est sur Twitter. Je déborde toujours ça, puis j'ai une bonne cote pareille. C'est pas grave. Mais d'autres, non. Nombre de pages aimées en tant que page. Ça vous donne des points? Vidéos natives récentes. Il faut en avoir de temps en temps. Taux et vitesse de réponse aux mentions. Alors, ce n'est pas les messages privés. C'est quand d'autres pages taguent votre page. Des abonnés vous taguent. Les chronomètres, combien de temps on répond? C'est une job. Un job ici, oui. Taux d'engagement relatif à votre nombre d'abonnés est comparable. Ça, c'est comme l'impôt. Plus on gagne, plus l'impôt est sévère. Donc, plus on a d'abonnés, plus l'algorithme est sévère. De réaction négative. Quand les gens font masquer la publication, masquer toutes les publications, masquer la publicité, signaler la publication, ça déprécie votre cote. On perd des points. Alors, il faut faire attention de plaire à notre public. Et la performance des autres comparables. Donc, si vous êtes, par exemple, un restaurant, il va comparer avec les autres restaurants. Si vous êtes dans telle région, il va comparer avec les autres de la même région. Alors, votre cote va être relative. C'est comme quand moi, j'étais aux études, vous devez avoir ça ici aussi. Nous, on avait la cote Z et la cote R. Donc, c'est des cotes pour pouvoir entrer à l'université, dans des programmes contingentés. On voyait par rapport à la moyenne de la classe, puis par rapport à la moyenne de toute la province. Vous avez ça aussi, des systèmes comme ça? De contingent, non? Ah, vous êtes chanceux. C'est fait, moi, je capotais sur ma cote R. Donc, moi, j'utilise Meltwater. Ils font des audits. Ils mesurent en temps réel 1 495 822 pages au mois d'octobre. Il était rendu là. Je fais un peu de toc, mais j'en fais pas tant. Mais on peut aller puis faire l'audit de notre page et ils nous donnent une note sur 100 avec les facteurs. Et on sait que la plupart des gens sont dans le 54 %, donc c'est moyen. Si vous avez au-dessus, déjà, ça va un peu bien. Si vous avez moins de 34, vos publications ils vont être descendues par Facebook. Si vous vous trouvez dans les quartiles supérieurs, donc 75 et plus, vous êtes du bon stock pour Facebook. Il va vous pousser de façon organique. Si vous avez de l'argent, vous payez en plus, good. Mais même sans argent, on peut y arriver. Je vous fais un petit récap de notre étude de cas. Je vous ramène à notre étude de cas. Je vais vous parler de nos bons coups, ce qu'on a fait qui était bien. Je vais vous parler de nos coups de chance, parce que parfois, ça arrive. Je vais vous parler de nos moins bons coups rapidement, parce que je regarde l'heure, on est bon. Puis je vais vous parler du prochain coup, parce qu'en ce moment, je travaille sur une autre étude de cas, qui est différente, mais semblable à la fois, et puis je vais vous parler de nos défis. Quand on fait notre post-mortem, dans nos bons coups, on a identifié qu'on avait réussi tout le long à amener nos participants à une expérience. Ils ont contribué, se sont sentis investis. Ça, c'était vraiment un bon coup. Ce n'est pas toujours facile de faire ça. On y est arrivé. On a briefé nos gens dès le départ, parce que sinon, ils n'auraient pas agi comme on le souhaitait. Il faut leur expliquer. Il faut être des médiateurs un peu pédagogues. On a fait la co-création. Ils sont devenus des acteurs de ce qu'on a fait. On a eu des coups de chance aussi. La tempête, c'est un coup de chance. Malgré que chez nous, la tempête, on en a souvent, mais cette fois-là, c'était un réel coup de chance. Parce que sans la tempête, il n'y avait pas tout ça et je ne serais pas ici sans tempête. Effet papillon. La fin de la vague du Mannequin Challenge. OK, on l'a un peu poussé. C'était déjà démodé. Notre clientèle, ils ne savaient pas que c'était plus à mode. On ne leur a pas dit. Ils l'ont fait. On avait les ressources en place. Donc, il y avait des vidéastes, il y avait l'équipement, il y avait tout ce que ça prenait. On l'avait déjà. On n'a pas eu à faire des frais supplémentaires parce que de toute façon, tous les jours, ils documentaient. Ils auraient documenté de toute façon. Alors, ils l'ont fait, on l'avait là. Ça n'a rien coûté. Dans nos moins bons coups, parce que, à vous, je vais le confier, là, à TEDx, je ne l'ai pas dit, mais à vous, je vais le dire. On est en famille. On a manqué un petit peu de travail en amont. Moi, j'ai eu le mandat seulement quelques semaines avant le départ, puis ils étaient déjà très avancés, l'équipe en place. Alors, je n'ai pas pu... Habituellement, là, je fais des audits de tout, je fais des fichiers Excel. Il faut que je m'intéresse mieux à l'automatisation, là. Mais
On aurait dû mieux monitorer, mieux briefer nos influenceurs, parce que nos vedettes à bord, la plupart, ils ne comprennent rien dans Facebook. Ils ne nous aidaient pas tant que ça, alors qu'il y avait un potentiel. La précipitation sur le Crows Post, ça venait de sortir. Écoutez, quand j'envoyais un message aux gestionnaires des pages partenaires pour leur dire « Vous seriez bien gentil d'accepter la demande de Crows Post », ça n'avait pas beaucoup de succès. Il y a des gens qui m'appelaient pour savoir comment faire. C'était trop nouveau, c'était précipité, alors qu'il y avait beaucoup de potentiel. Il aurait fallu faire des petits tutoriels pour ces gens-là. Il y a eu beaucoup de variations dans les performances en aval, donc qui ont suivi, parce que c'est beaucoup de bénévoles. Moi, j'étais rémunérée, mais la plupart des gens, c'est des bénévoles. Donc, il y a un roulement. Ils n'ont pas réussi à maintenir tout ça après, parce que ça a changé. Il aurait fallu les rebriefer. Ils performent quand même bien. Là. Il y a des bases, mais ils n'ont pas pu maintenir autant. Prochain coup. Il faut se préparer en amont. Il faut préparer tout ça. Il faut préparer nos briefs, il faut tout préparer. Mieux choisir ses influenceurs. Parce que ce matin, j'étais ravie d'entendre que notre premier conférencier, dont je ne me souviens jamais du nom, a dit qu'il y avait beaucoup de fake là-dedans. Hein? Il y a des gens qui achètent des abonnés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont convertir. Il faut bien les choisir. Ce n'est pas facile. Un meilleur briefage de tout ce monde-là. Et avoir des groupes secrets. À l'époque, on ne pouvait pas le faire à partir de pages. Maintenant, on peut. Alors moi, Edith Jolicoeur, j'ai fait un groupe secret, parce qu'on ne peut pas le faire avec TDLG. Puis j'ai essayé d'inviter l'astronaute sur le groupe secret. Elle n'a pas adhéré. Mais dans un monde idéal, on aurait créé un groupe secret comme les Instapods. Est-ce qu'il y en a qui utilisent les Instapods sur Instagram pour faire du growth hacking et tout ça? Hein? Bien, c'est qu'ils se mettent plusieurs influenceurs ensemble dans un petit groupe secret. Puis quand ils font une publication, ils disent aux autres, puis ils disent, allez, cliquez, faites-le. Parce que je viens de publier, parce qu'ils ne verront peut-être pas à cause de la saucisse high grade. Mais comme ça, ils se disent en secret, puis ils déjouent l'algorithme. On n'a pas pu le faire, ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'était pas bien préparé. Mais ça aurait dû. La prochaine étude de cas. En ce moment, j'ai un mandat et les clients, parce que je signe des documents de confidentialité. La TDLG, quand je leur ai demandé l'autorisation pour en parler, bien, évidemment, ils étaient très contents, ils ont dit oui. En ce moment, j'ai un autre mandat, je vais demander aux gens s'ils permettaient que j'en parle. Il est en cours. Puis on a beaucoup de défis, puis ils sont conscients des défis. Ils m'ont permis d'en parler. Donc, je vous fais un petit résumé. L'étude de cas numéro 1. On avait 350 personnes à bord. Ces gens-là avaient aussi des amis. On avait 4500 abonnés sur notre page. On a fait beaucoup de publications, mais notre notre étude s'est basée sur une publication pour la démonstration. On a réussi à engager avec cette seule publication-là, à part tout ce qu'on a fait dans 3000 personnes, une portée de 120 000. En ce moment, l'étude de cas sur laquelle je travaille va s'étendre sur 1 an. On a commencé à briefer notre monde. C'est pour la campagne annuelle de Tourisme Gaspésie, qui est notre association touristique. Vous avez sûrement des associations touristiques régionales dans vos régions. Eux, ils ont 700 membres. À la TDLG, je reviens un petit peu en arrière, les gens que vous avez vus là, qui faisaient le ski de fond, la raquette, ils payent en moyenne 2 500 $ pour geler une semaine. Okay? C'est plus cher qu'aller dans le sud. Puis malgré ça, ils sont heureux de payer. Là. C'est à guichet fermé tout le temps. Les membres de l'association touristique secret, en moyenne, ils payent à peu près 500 $. Il y en a qui payent beaucoup moins parce qu'ils sont travailleurs autonomes, freelance. Ils vont payer 200. Il y en a qui sont des hôteliers, ils vont payer 2000 quelques, mais en moyenne, à peu près 500 $. Et ils râlent continuellement contre leur organisation. Ils n'en font pas assez, ça coûte trop cher. Puis ils sont dispersés. Je vous ai montré la Gaspésie tout à l'heure. Hein? Ils ne sont pas pris sur un bateau. Là. Ils sont un là, un là, là. Notre densité démographique dans la région que j'habite est pas rapprochée. Là. C'est éclaté. Mais ils ont tous des employés, là, c'est ça, on multiplie ça par beaucoup de monde. La page Facebook de Tourisme Gaspésie a 62 000 abonnés. Hein, on pourrait s'attendre à 4 500, hein? Oh, on pourrait aller. Campagne sur 1 an qui s'appelle le Tour, c'est le 90e anniversaire du Tour de la Gaspésie. Ils se pratiquent pour le 100e, ils essayent de faire ça, puis au 100e, ils seront bons. Comment on pourrait espérer, quelles sont nos attentes, nos objectifs par rapport à la campagne actuellement? On ne peut pas faire une règle de 3. Ça ne marche pas parce qu'on travaille avec des humains. Puis ce qu'on a réussi à faire là, même si techniquement c'est possible, on l'a fait, on l'a prouvé, ce n'est pas toujours reproduisible. Je vous montre ça. Une bille, mon dessin, c'est une bille, okay? Une bille, sac de billes, bille. Sac de billes, vous êtes supposé de connaître ça, on m'a dit que c'était lecture obligatoire. Si j'ai une bille ici, moi, je pensais que c'était Chic-Node, mais on m'a dit, chez moi, c'est Piche-Note. Piche-Note marche ici aussi? Ah. J'ai essayé de m'adapter. Mais si on donne une Piche-Note sur la bille, elle peut aller assez loin. Hein?
Chignaude puis chenoute, ça va. On a une boule de bowling, boule de quilles. On a une boule de bowling, on donne une pichenote, on se met, elle ne bouge pas. Okay? C'est en physique, c'est l'inertie. Donc, plus la masse est grosse, plus ça prend d'énergie. Par contre, on a beau avoir une seule bille ou même un sac de billes, on ne fera pas un abat. Vous dites abat aussi, là, j'espère? Non, mais quand toutes les quilles tombent, merci. Avec ça, on peut faire un abat. Non, mais donnez-moi une chance, là, je suis sur le décalage. Avec une boule de bowling, on peut faire un abat. Avec des billes, on ne peut pas. Mais c'est beaucoup plus difficile. Très peu. Je n'ai jamais fait un abat, moi je fais du dallo. Qui a déjà fait des abats ici? Statistiquement, c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, oui, la nano-influence, là, je suis une fervente de la nano-influence, puis je vous encourage à essayer, mais je ne peux pas vous garantir le résultat. Parce qu'on travaille avec des humains, pas juste avec des données. Puis c'est plus difficile à fédérer, plus c'est éclaté, plus c'est gros, plus c'est difficile. Mais plus c'est gros, l'inertie, ça va aussi dans l'autre sens. Si on réussit, c'est pas arrêtable. Fait que c'est bon. Normalement, j'ai un petit extrait de la fin. Je pense que c'est la vraie fin. C'est la dernière journée et c'est le kilomètre le plus difficile de la traversée. C'est le dernier kilomètre. C'était le mot de la fin. Ben, n'importe où, puis l'expérience a été démontrée sur Facebook pour ce cas de figure-là, mais la nano-influence sur Twitter, on peut la faire, sur LinkedIn, on peut la faire, bon, les facteurs ne sont pas tous les mêmes, mais le principe est là, puis même si un jour les réseaux sociaux tombaient, ben, c'est de la bienveillance, en fait, la nano-influence. C'est de le faire parce qu'on comprend que ça aide. Alors, pour moi, ça rejoint davantage mes valeurs que celles de Facebook qui heurtent mes valeurs. Et puis, on parle souvent du roi, on en a parlé dans plusieurs présentations que j'ai vues aujourd'hui, dans le retour sur l'investissement, ROI. Mais là, c'est le retour sur l'intérêt, parce que c'est un plus grand facteur. Alors, il faut apprendre à les sensibiliser, et à les éduquer un petit peu, puis à les mettre dans le coup, pas les juger. Ben, je vous remercie. Avez-vous des questions? On est bon, je serai rentrée 5 minutes. Je vous rappelle qu'habituellement, je ne m'adresse pas à des initiés, alors je suis désolée de mon petit côté pédagogue niveau, mais c'est ça. Avez-vous compris l'accent, le débit, ça allait? C'est bon. Quelqu'un a des questions sur ça? C'est correct, vous m'en poserez au pot. Un petit verre, ça dégêne. Merci beaucoup, Edith. Je vous en prie. Merci à vous.